Merci d'être venu à ce Café Géo du mois de novembre, à quelques semaines d'une échéance électorale importante en France, puisque nous allons élire nos nouveaux conseils régionaux dans le cadre des nouvelles régions qui ont été délimitées, discutées l'année dernière. Et donc ça nous paraissait important de faire un Café Géo sur cette réforme territoriale pour pouvoir éclairer un peu ces enjeux et ce que l'on peut attendre de ces grandes régions avant que nous puissions nous rendre aux urnes. Donc nous avons le plaisir ce soir de recevoir deux intervenants qui vont nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette réforme régionale. Elisabeth Bonnet-Pinault, qui est géographe, professeure de géographie en classe préparatoire et qui est également consultante sur ces questions-là et qui a participé à de nombreuses discussions et donc au Sénat notamment, et qui pourra justement, en plus d'avoir le côté d'analyse, pour aussi nous montrer le rôle d'expert engagé auprès des élus et des décideurs. Et nous recevons aussi un homme de terrain, Éric Delem, qui est directeur à la préfecture de Châlons-Champagne, donc préfecture de région, et qui pourra donc aussi nous éclairer sur cette réforme en cours et à venir. Alors la méthode va rester la même, hein. On va entendre nos 12 intervenants pendant à peu près 45 minutes, et dans la deuxième partie de la soirée, on va ouvrir un débat avec vous tous. Voilà. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Alors, je voudrais, dans un premier temps, avant d'entamer, je vais dire, véritablement la partie plus consistante, rappeler que, certes, il y a eu une loi portant sur la réforme territoriale, mais en réalité, il y a eu 3 lois. Une loi qui portait sur les métropoles, et ça a été dès 2013, qui s'appelle MAPTAM, donc de modernisation et de l'action publique et d'affirmation des métropoles. Une loi de 2014 qui portait sur la délimitation des régions, donc c'est celle-là qui intéresse directement la réforme territoriale. Et ensuite, la loi NOTRe, qui est souvent citée parce qu'on retient plus facilement celle-là, qui est donc celle de la nouvelle organisation du territoire de la République. En dehors de cet élément, il y a déjà eu, je rappelle, des élections départementales, quand même pour mémoire, puisqu'elles ont été décalées par rapport aux élections régionales pour des raisons de calendrier, bien évidemment, et ne pouvaient pas avoir lieu en même temps, donc elles ont eu lieu en mars 2015, et les élections régionales auront bien lieu, malgré les événements que nous connaissons, en décembre 2015, donc au début du mois de décembre 2015. Alors, il y aura quand même très exactement 1910 conseillers donc régionaux qui seront élus, c'est-à-dire que ça intègre à la fois le territoire métropolitain, je ne vais pas dire la Corse en plus, non, mais bon, donc avec la Corse, et puis les territoires d'outre-mer, puisque ça se passe également en outre-mer, ils sont concernés. Alors, André Valigny a été un petit peu la cheville ouvrière désignée pour porter, on va dire, la réforme qui, quand même, dans un premier article du projet de loi, mais qui va devenir ensuite l'article 1 de la loi, définissait cette réforme comme devant assigner comme objectif donc, de doter les régions, je lis l'article, françaises d'une taille critique qui leur permettent d'exercer à la bonne échelle les compétences stratégiques qui leur sont attribuées, mais également de rivaliser avec les collectivités comparables en Europe et de réaliser des gains d'efficience. Donc vaste programme, je veux dire, mais qui définissent bien les objectifs de la réforme et qui ont été ensuite déclinés, donc, notamment par la loi de délimitation des régions, mais aussi la loi NOTRe, avec des objectifs de réduire le nombre de régions. On était à 22 régions, on est passé à 14 puis à 13, finalement ce sera à 13, un jeu à 13. Agrandir, puisqu'on joue sur la taille. Ensuite, il y a également simplifier, les politiques appellent par, on va dire, faciliter le millefeuille territorial. Et puis,
bien sûr, crise oblige. Bon, bref, on n'est pas les seuls à être confrontés, puisque l'Italie l'a fait avant et de manière plus drastique, c'est économiser aussi. Alors, c'est en cela que j'ai permis d'annoncer une réforme pour rien, un petit peu par provocation, mais enfin peut-être pour pas grand-chose, mais c'est pas très porteur de tir pour pas grand-chose. Et en redéclinant chacun de ces objectifs, en donnant aussi la parole à Éric Delham, on peut revenir et ensuite arriver à une conclusion qui permettra de montrer qu'on est peut-être quand même à la marge d'une réforme qui a été annoncée comme en profondeur par, je reprends les propos de Manuel Valls, et qui ne l'est pas totalement ou pas autant qu'on aurait pu l'attendre. D'une part, il y a donc l'échelle régionale qui évidemment, enfin l'échelon régional ou l'échelle régionale qui est dans le viseur des politiques, sachant que la région a quand même un certain nombre de racines anciennes, même si la collectivité territoriale régionale est assez jeune. Et la région est essentiellement, je ne vais pas raconter toute son histoire, mais un instrument de développement économique. Elle est devenue un instrument de développement économique. Elle est devenue aussi progressivement une circonscription, on va dire, de déconcentration avant de devenir une collectivité territoriale. Et elle a assez tôt connu donc l'existence, je dirais, de 22 régions, c'est-à-dire qu'elle a été créée en démultipliant les régions jusqu'à 22 dès 1970. Quelquefois, on ne le sait pas, on pense que c'est relativement récent, pas véritablement. En revanche, c'est à partir de 1972 qu'elle est transformée en établissement public, administré par un conseil régional, assisté à l'époque par ce qu'on appelait simplement un comité économique et social. Bon, elle n'a que peu de pouvoir, et finalement le tournant pour la collectivité territoriale avec des pouvoirs un petit peu plus importants, c'est celui de 1982, après avec les élections donc régionales de 1986, et ensuite elle est vraiment consacrée seulement par l'article 72 de la Constitution en 2003. Donc un décalage, on va dire, dans le temps pour parvenir véritablement à être reconnue comme telle, y compris par la Constitution. Alors, il y a eu les réformes territoriales, les découpages, les redécoupages, mais on verra que ce n'est pas véritablement un redécoupage, ce n'est pas uniquement une histoire de ciseaux. Il y a eu des propositions, des rapports à plusieurs reprises, bon, plus ou moins anciens, plus ou moins récents. Ceux qui ont été les plus porteurs, c'est celui d'une part du comité Balladur, qui a été remis en 2009 et qui proposait 15 régions, lui-même reprenant les conclusions du rapport Attali qui visait la libéralisation de la croissance française et annonçait déjà la suppression du département, bon, qui avait déclenché un peu le tollé. Et puis, il y a eu la mission d'information Raffarin aussi, ça c'était finalement en 2004 au départ, et puis ensuite ça a été remis un petit peu plus tard, et ça a été considéré comme l'acte 2 de la décentralisation, et qui proposait 8 à 10 régions métropolitaines. Bon, il n'y avait pas véritablement un nombre déterminé, avec départements et communes maintenus comme collectivités territoriales de citoyenneté, ou de proximité, on va ajouter. Alors, celle de 2015, la réforme 2015, puisque finalement elle a été décidée et la loi est sortie et la carte définitive surtout a été proposée par Manuel Valls pendant cet été, 1er et 2 août 2015, elle fait bien sûr l'objet d'un nouveau découpage régional, du moins c'est présenté comme ça, avec comme référence, comme fondement majeur, un effet de taille. Et l'effet de taille, il est calé sur le modèle allemand, qui est souvent présenté comme le modèle à suivre. Dans la réalité, quand on fait des comparaisons plus fines, premièrement, on se rend compte que même en Allemagne, il y a des écarts interrégionaux avec quelques grandes régions, quelques très grandes, Rhénanie-Palatinat par exemple, pour donner cet exemple, mais il y a la Sarre aussi, 1 200 000 habitants. Elle a un développement économique non négligeable, mais l'Alsace, côté français, on va dire, a un développement économique non négligeable, tourné vers l'Allemagne rhénane ou vers le monde rhénan. Et donc l'effet de taille,
c'est un effet, on va dire, marketing, un effet, un petit peu de publicité. Bon, dans la réalité aussi, on se rend compte que, sans reproduire le détail de tableaux qui ont été dressés à la fois par la commission spéciale du Sénat, puisqu'il y a eu, je ne l'ai pas expliqué, réunion d'une commission spéciale ad hoc pour examiner la réforme après qu'elle ait déjà été examinée évidemment en première lecture par l'Assemblée. Une commission spéciale qui est réunie donc pour ce faire avec systématiquement un président qui est dans l'opposition, c'était Jean-Jacques Hyest, et par ailleurs un rapporteur qui est de la majorité, et c'était Michel Delbas, en l'occurrence. Et il y a un rapport du Sénat qui est en ligne, qui est extrêmement intéressant et qu'on peut consulter, sachant que toutes les régions, représentants principaux, après c'est les groupes parlementaires qui évidemment s'organisent et qui choisissent leurs représentants, mais il y avait d'ardents défenseurs de telle ou telle région Bourgogne par exemple, ou de telle ou telle région Haute-Normandie par exemple, etc. Bien. Et donc toutes les propositions ont été écoutées, examinées pour ensuite en faire une synthèse, puis avec modification repartir évidemment à l'Assemblée nationale. Donc tout ça pour dire que dans le rapport, il n'y a pas eu que là, mais il y a eu dans le rapport des études qui ont été avancées, proposées, calculées en faisant des comparaisons, alors essentiellement entre des pays plus proches dans le maillage, on va dire, territorial, dans les découpages des échelons territoriaux. Donc l'Allemagne, mais c'est un État fédéral par ailleurs, l'Italie et l'Espagne. Et il en résulte, si vous consultez le rapport en ligne, que ces comparaisons montrent que, bien sûr, si le développement économique des régions françaises en moyenne, y compris même l'Île-de-France, mais on peut aussi la mettre à part, de toute façon, le développement économique paraît un petit peu plus faible qu'en Allemagne notamment. En comparaison avec l'Italie ou l'Espagne, la France serait plus proche des régions méditerranéennes, qu'en densité d'habitants, bien sûr, on est au-dessous, très au-dessous de l'Allemagne, même de l'Espagne, même de l'Italie, enfin faiblement en dessous mais quand même inférieur, et que par ailleurs en potentiel fiscal et en dépenses fiscales par habitant, les régions les moins peuplées en France, et qui peuvent être des régions de taille variée au titre des 22 régions, évidemment impliquent des dépenses plus importantes que des régions qui sont plus peuplées, l'Île-de-France étant à part. Donc jouer sur la taille et créer de grandes régions, du moins dans une première lecture, à un premier degré, doit apporter des gains de compétitivité d'une part, mais surtout doit permettre des économies et de l'efficience, suivant le vocabulaire que l'on adopte. Donc ça veut dire aussi qu'on a un petit peu l'obsession de la taille standard. On peut se demander s'il y a une taille qui soit pertinente. Quelle est cette taille ? Est-ce qu'on peut donc se caler uniquement sur un effet de taille et sur un modèle, puisque c'est le modèle allemand principalement? Je pose ces questions, on y reviendra après éventuellement dans le débat. Et par ailleurs, quand on regarde la carte, alors que vous avez tous en tête, je suppose, carte définitive, si on ne peut pas la projeter, donc celle du 1er et 2 août 2015, on voit de très grandes régions, telles que la Grande Aquitaine, puisque c'est la plus grande, avec donc un territoire qui est supérieur à celui de l'Autriche, avec une population qui est un petit peu inférieure, puisqu'on essaye de faire en sorte que l'on atteint à peu près 4-5 millions d'habitants ou un tout petit peu plus en moyenne pour les régions, on va dire, nouvellement créées, quelle que soit donc la taille de ces régions. Donc il y a la Grande Aquitaine, après il y a Midi, Pyrénées, Languedoc, Roussillon, que le Sénat, sans opposition, donc tous les sénateurs avaient voulu et proposé dans un amendement de défusionner. Et puis il y a Pays de Loire, et puis il y a... la Corse par ailleurs, autre enjeu, et puis il y a quand même des régions de taille plus petite, telles que la Normandie, et puis il y a des régions auxquelles on n'a pas touché, la Bretagne, et puis il y a Rhône-Alpes qu'on a associé avec Auvergne sans trop de difficultés, mais il y a aussi des régions qui ont résisté plus qu'Auvergne et Rhône-Alpes, même Bourgogne-Franche-Comté par exemple, plus d'ailleurs par choix ensuite des capitales régionales, notamment à partir de la carte du 2 août, lorsqu'elle a été validée et donc retenue et donc présentée par Manuel Valls, puisqu'il y a des villes perdantes,
préfectures qui se font donc évidemment sacrifier et qui s'effacent devant des villes qui sont nommées donc devenant métropoles régionales et préfectures, et puis d'autres qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas bougé. Donc au total, il y a 6 régions qui n'ont pas bougé. Au total, il y a 9 villes qui n'ont pas perdu leur préfecture. Voilà, mais donc il y a effectivement des remaniements, sans que ce soit forcément des redécoupages. Après, l'effet de taille, je veux dire, pas pour tous, pas pour tout le monde. Et donc, on peut se demander quelles sont les raisons pour lesquelles l'effet de taille n'a pas toujours joué, même si on a un certain nombre d'éléments de réponse. Au-delà, les fondements qui ont prévalu, les logiques qui ont présidé à ces choix. Alors, d'une part, on va dire des logiques de fonctionnalité. À l'heure où les populations quand même ne sont pas fixées dans un territoire dans lequel ils résident, ou du moins ils dorment. Je parle donc de la géographie du sommeil ou de la démocratie du sommeil, pour reprendre une expression de Jean Viard, mais d'autres tels que aussi Jacques Lévy ou d'autres reprennent cette expression. Veulent bien signifier que entre le lieu où on réside et où on dort, le lieu éventuellement où l'on vote, puisque c'est quand même en fonction de la résidence, ce n'est pas forcément le lieu où l'on a les pratiques les plus fréquentes avec les personnes proches, puisqu'on va travailler ailleurs, on va consommer des loisirs ailleurs, on va passer des vacances ailleurs, et il y a aussi une multirésidentialité pour un certain nombre de personnes. Il y a aussi des mobilités diverses et variées qui font qu'on est dans la multiterritorialité, et que continuer à fonctionner sur l'identification et la corrélation entre territoire et donc échelon et pertinence de l'échelon, c'est bien sûr un héritage quand il y a eu la création du département de la part des révolutionnaires pour quadriller le territoire et rendre à cet échelon, ou faire de cet échelon un relais important du pouvoir central. Bien évidemment, c'était le but, mais ce n'est peut-être plus aussi pertinent aujourd'hui, sans que l'on ait évidemment de propositions qui soient satisfaisantes pour trouver des possibilités de substitution aujourd'hui. Et puis, il y a des logiques d'identité, oui pour certaines régions, pas pour d'autres. On a bien sacrifié l'Alsace, si j'ose dire, on a maintenu la Bretagne. Alors on a sacrifié l'Alsace, on entendait cet après-midi des intervenants là au colloque, à la fois parce qu'il y avait eu donc des propositions et un vote, un référendum plus exactement, pour consulter Haut-Rhin et Bas-Rhin, mais pas suffisamment de votants dans le Haut-Rhin pour adhérer et donc admettre la fusion des 2 départements. Pour autant, il y a une identité de l'Alsace qui fait qu'elle a quand même des difficultés à accepter d'être intégrée avec d'autres régions de l'Ouest, ou plus à l'Ouest, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. La Bretagne, on n'y a pas touché. Les Pays de Loire demandaient, du moins Urvoas pensait que Nantes et Rennes pouvaient entrer dans une complémentarité, c'était aussi une possibilité de jouer sur la complémentarité. Bon, mais il y a eu le chacun pour soi, et donc on ne peut pas non plus créer une région Pays de Loire, centre Val-de-Loire, sans qu'il y ait par ailleurs un débouché Pays de Loire sans Nantes. C'est quand même aussi, bien sûr, difficile à admettre. Donc un certain nombre de fondements que je balaye très vite, mais qui ne sont pas forcément les plus pertinents aujourd'hui, et qui n'ont pas été appliqués dans tous les cas, bien évidemment. À cela, il faut ajouter aussi qu'on a pris quand même comme référence, puisque métropole et création de métropole, ou du moins obtention du statut de métropole dès 2013, avec la première métropole que vous avez peut-être relevée, mais dont l'existence est un peu surprenante comme métropole, du moins en fonction de la définition qui peut en être donnée, disons pour les géographes, ça a été Brest en 2013. Première métropole créée parce qu'elle avait suffisamment d'habitants, le nombre d'habitants étant de plus de 400 000 habitants dans les zones industrielles et autour des zones industrielles, et c'était un des critères suffisants pour obtenir ce statut de métropole. Bon, petit détail. Mais on a aussi des cas spécifiques avec Lyon
finalement métropole qui, dès le 1er janvier 2015, s'est constituée comme telle, avec une communauté urbaine de Lyon et des conseillers communautaires qui sont élus dans ce cadre et qui sont devenus conseillers métropolitains, donc de ce fait, et qui forment donc l'assemblée à la fois délibérante et qui se substitue au département. Là, le tour est joué, plus de département, ou du moins quelques 400 et quelques 1000 habitants dans le reste du département du Rhône. Mais donc constitution de Lyon Métropole. Alors qu'en est-il pour les deux autres qui font exception? Marseille, ex-métropole. Bon, là, Jean Viard a beaucoup étudié ce cas en montrant qu'il était difficile d'associer à la fois une ville qui est un port et ouvert donc sur le monde maritime, Marseille, avec Aix qui a joué davantage et depuis de plus longue date la carte de la haute technologie, à la fois le Rousset, bon, Technopôle, enfin de pôle de compétitivité, ou encore Cadarache, ou encore ITER. Et puis, bon, il y a quand même tout un clientélisme, on va dire, à Marseille. Et puis, il y a quand même une communauté urbaine de Marseille qui va servir de point d'appui pour arriver à créer cette métropole qui prendra forme, puisqu'il y a eu élection, même si Gaudin n'a pas encore été... enfin, si l'élection n'a pas été validée, je crois qu'elle est reportée, mais les élections ont eu lieu, non pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, et donc ça prendra également forme. En revanche, il y a Paris. Alors il y a le Grand Paris, il y a Paris Métropole, donc ça donne Grand Paris Métropole, finalement. D'un côté, il y a l'État, bien sûr. De l'autre côté, il y a aussi la mairie, et ça c'était à l'époque de Delanoë, quand le projet Grand Paris est sorti des cartons à partir de 2007 plus nettement. Donc c'est l'État qui à ce moment-là a pris les devants. Delanoë qui a su se positionner en conciliateur pour quand même faire exister, pas tant la région, mais les départements de couronne, et essayer de les associer donc à Paris-Centre, Paris-Ville, voilà. Et puis il y a la région Île-de-France qui n'entend pas être dépossédée d'un certain nombre de ses prérogatives et avec laquelle il convient aussi de collaborer, de trouver un terrain d'entente. Alors bon, pour avoir eu des entretiens avec Jean-Jacques Hyest, donc l'ex-président de la commission spéciale, ex-sénateur devenu conseiller constitutionnel il y a quelques semaines, d'après lui, en théorie c'est au 1er janvier 2016. Bon, je n'ai pas, bien sûr, d'avis plus que ça. Et d'après lui, ça ne se fera pas. Enfin, ça ne pourra pas se faire au 1er janvier 2016. Il y a trop de mésententes, trop d'enjeux, trop de conflits potentiels pour que ça puisse exister, du moins tel que c'est sur le papier pour l'instant. Bien. Donc, 3 cas particuliers. Et puis, en dehors des métropoles, il y a bien sûr les autres échelons. Les échelons, c'est-à-dire l'échelon local, le grand bloc local, peut-on dire, on le dit comme ça, sachant qu'il y a toujours, bien sûr, le département, qui reste la pièce maîtresse de l'organisation territoriale issue de la Révolution. Il y a aussi les communes, qui sont extraordinairement émiettées, c'est vrai, avec des moyennes de population, si on prend la totalité des communes, par rapport à d'autres pays européens où il y a aussi émiettement, mais pas à ce degré. Donc, à ce titre, la France fait un petit peu exception, voir les articles de Frédéric Giraud à ce sujet. Bon, et puis, il y a une résistance aussi des communes, malgré des constructions d'intercommunalité, parce que, disait Armand Frémont dans un texte célèbre dans la géographie d'une société dès 1988, parce qu'il y a un effet de proximité, parce qu'il y a une certaine identification avec les personnes de la commune, parce que le maire est proche, parce que finalement il y a une résistance donc à tous les efforts de la législation, et parce qu'il y a une certaine liberté qui est exprimée par le territoire, ou du moins c'est ce qu'on peut penser au travers de la commune et de cet échelon donc, qui reste préservé. Mais en même temps, il y a un glissement vers l'intercommunalité qui est quand même prévu par la réforme,
Alors, l'intercommunalité, elle existe avec les CIVU depuis la fin du 19e, ça va être 1890. Mais il y a eu les lois de 1992, il y a eu les lois de 1999. Et l'idée était d'arriver à une certaine généralisation qui est en cours à l'ensemble des communes pour constituer une sorte de palliatif à la fusion des communes qui n'effacera pas l'existence des communes comme telles. Bon, comme le dit, je crois que c'est Jacques Lévy ou peu importe, un autre, l'intercommunalité n'est pas véritablement une supracommunalité. Néanmoins, il y a une avancée progressive vers l'élection au suffrage direct qui est quand même assez tangible dans la volonté de coupler démocratiquement le mandat municipal et le mandat communautaire. Ça, c'est dans la réforme, hein, si on regarde bien. Et il y a donc une sorte de niveau, on va dire, à la fois donc intercommunal, mais qui implique aussi, pour le bon fonctionnement, un niveau intracommunautaire, avec un partage des rôles, c'est-à-dire que les élus qui sont à l'échelon de la commune vont évidemment procéder à la délibération citoyenne. Dans l'interco, ils vont intervenir au titre, on va dire, de solidarité plus ou moins ancienne et d'organisation d'aménagement de collecte des déchets, etc., etc. Et puis dans l'intracommunalité, il y a aussi une conduite de l'action publique. Et ce sont souvent les mêmes élus, mais qui ont des rôles différents. Bon. Alors, cela laisse quand même un petit peu perplexe parce que Jean-Jacques Hyest recevait, c'était un préfet en fait, qui avait idée de créer une intercommunalité à 100 000 habitants. C'est pas interdit, hein, bien évidemment, en recréant le Pays Basque, en laissant donc au Pays Basque aussi la possibilité de réintroduire la pratique de la langue, et donc langue minoritaire, mais donc possibilité de la réintroduire. Et donc ça peut conduire à certaines dérives, on va dire. Par ailleurs, dans la grande région Aquitaine, qui est déjà assez grande, le Pays Basque ne regroupant que très partiellement une partie, on va dire, des départements par ailleurs de l'Aquitaine tout court. Bref, on va retenir, et je vais céder la parole à Éric Delem, qu'il y a une inadéquation pour l'instant que l'on peut que souligner entre une politique locale à laquelle nombre de Français restent attachés, plus qu'à la politique régionale, une politique qui est ancrée dans les lieux. Alors, certains, on va dire, sociologues ou bien politologues ou géographes aussi, souhaitent davantage voir créer une politique des liens plutôt qu'une, on va dire, politique des lieux. Bon, mais encore faut-il inventer cette politique des liens. Et on peut se demander comment on peut, donc, disons, à chaque niveau d'institution, qui pour l'instant existe, faire en sorte qu'il y ait davantage de liens entre ces échelons. Et puis, je terminerai, avant de céder la parole, en abordant quand même le point de l'économie ou de l'efficience et des gains donc, financiers qui sont prévus, avec des chiffres qui ont été lancés un petit peu à la volée, sans véritablement être bien vérifiés, donc 12 à 15 milliards d'euros. Après, André Valigny a annoncé que c'était sur l'ensemble de la réforme et qu'elle ne donnerait pas véritablement, bien sûr, de telles possibilités dans les années à venir, mais simplement sur le long terme. Dans la réalité, on se rend compte que certes, il y a fusion, il y aura possibilité de gain, mais que pour l'instant, ça va plutôt à fonctionnaires constants, et avec des choix de préfecture ou de capitale régionale qui peuvent être éloignés des ex-préfectures, entraîner plutôt des frais de déplacement, par exemple. Certes, il y a eu suppression de quelques 9 postes, je crois, d'ARS, de directeurs d'agences régionales de la sécurité, quelques 69 directeurs, je crois, de régions aussi qui vont passer à la trappe. Oui, mais il y a eu aussi proposition, alors au moins pour la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, ça peut être aussi une solution pour d'autres, donc proposition de création actée de postes de vice-président, président bis. Bon, pourquoi pas, ça ne va pas non plus crever la gestion de l'État. Mais de la part de l'État, il y a bien sûr réduction de la dotation globale de fonctionnement,
sachant que c'est voté par la loi de finances et que ça n'a pas été prévu par la loi pour laisser la possibilité d'évaluer exactement les besoins, et que par ailleurs, il y a bien sûr une nécessité aussi de rembourser, de contribuer au remboursement de l'endettement, et donc une restriction bien sûr de cette dotation globale, alors en fonction d'un certain nombre de critères qui sont énoncés, mais dont le détail pour l'instant ne repose que sur des simulations qui ont été données par Bercy, communiquées par le journal Le Monde le 3 novembre 2015, mais ce ne sont que des simulations, donc pas véritablement, disons, d'engagement pour l'instant sur ces simulations, même si elles seront assez proches de la réalité. Donc ce sera en fonction de la taille des villes, les plus grandes n'étant pas perdantes, les plus petites étant davantage perdantes, Paris n'étant pas perdant, bien sûr, quelques 32 milliards, mais par ailleurs, pour les régions rurales ou les plus petites communes au-dessous de 1000 habitants, la diminution, bien sûr, des aides de l'État. Donc, une réforme, oui, en profondeur, non. Pour rien, pas vraiment. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, moi, j'aurais une approche un peu plus, non pas technique, mais de l'intérieur, pour compléter le propos de Madame Bonnet-Pinault. Et si vous voulez, j'indiquerai tout d'abord qu'effectivement, cette région Alcal, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, est aussi une des régions où on fusionne avec 3 régions préexistantes, ce qui est aussi une curiosité, si je puis dire. Et ce qui est intéressant également, c'est que, certes, ces Alsaciens n'étaient pas tellement contents de fusionner avec leurs voisins, et notamment la Champagne-Ardenne. Moi, je dirais que la Champagne-Ardenne, l'actuelle région de Champagne-Ardenne... Ça va mieux, là? Non, en fait, le micro, ça n'a pas amplifié. En fait, le micro, c'est juste pour vous enregistrer. Il faut juste parler plus fort. Plus fort, d'accord. Ah oui, le micro ne sert à rien pour la salle. Le micro est à il ne sert à rien, bon, très bien. Si, il faut le garder quand non, même. Mais il a celui-ci. Ah non, oui, ça donc c'est pas utile. Ça ne sert à rien, bon, très bien. Si. Non, je reprends. Alors, je disais que je voulais compléter le propos de Mme Bonnet-Pinault sur, je ne dirais pas non pas l'œil de Moscou, mais l'œil de l'intérieur. Parce que, en tant que fonctionnaire, même si nous ne sommes pas concernés directement au niveau départemental, nous avons quelques remontées, si je puis dire, de collègues qui travaillent dans les préfectures de région, dans les services régionaux, et aussi des collègues qui travaillent sous l'autorité des élus, c'est-à-dire le conseil régional. Alors la première chose à remarquer, c'est que cette fusion des 3 régions, c'est aussi une curiosité, comme je le disais, puisque généralement on fusionne 2 régions, là 3 c'est un peu plus compliqué, et c'est d'autant plus compliqué que, comme vous l'avez entendu dire, les Alsaciens ne sont pas très contents de se marier, si je puis dire, avec la Lorraine peut-être, mais la Champagne-Ardenne, ça les intéresse beaucoup moins. Pour quelles raisons, je n'en sais rien, et je pense qu'il faut les interroger individuellement, et si possible en catimini. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la région Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, si je ne me trompe pas, offre une superficie, et là je m'adresse aux géographes, qui doit être plus importante que le Danemark. On faisait une comparaison tout à l'heure entre l'Aquitaine et l'Autriche. Là, nous avons une région qui est très étendue, comme vous pouvez l'imaginer sur une carte, que je vous laisse visualiser, mais c'est plus important que le Danemark. Vous le savez, la curiosité également, c'est que parmi les 13 nouvelles régions, il y en a une dont on sait déjà où se trouve le siège. Ça a été indiqué par la loi, et c'est la nôtre, ou la future nôtre, puisque c'est Strasbourg. Alors, selon certaines indiscrétions, comment dirais-je, on a fixé le siège de la future capitale régionale à Strasbourg pour tempérer la mauvaise humeur des Alsaciens. Bon, moi je dirais que les Alsaciens avaient déjà la capitale européenne, je dirais, aux riches et richesses, quoi. Mais ce qui est important, c'est que la longueur de cette région, de mon point de vue, ne va pas inciter à des économies immédiates. Pour reprendre le thème qui était évoqué par M. Valigny, effectivement, le thème des 10-15 milliards, je pense que c'est une vue de l'esprit, car pour administrer une région aussi étendue, il faut ce que j'appellerais une gouvernance de proximité. On ne peut pas tout gouverner ou administrer d'un siège qui est aussi éloigné et sur un territoire aussi vaste. On peut certes centraliser les fonctions support et, je dirais, de pouvoir, que sont
bien entendu les finances, le personnel et accessoirement le contentieux. Mais quand il s'agira d'administrer des lycées qui se trouvent à 400 km du siège, je vois mal comment on ne peut pas organiser une région comme cela avec une certaine décentralisation ou un certain pouvoir de décision locale. Sinon, ça devient extrêmement compliqué de mon point de vue. Pour en revenir sur les économies, on peut penser qu'effectivement il y aura des économies, mais enfin ça, moi je demande à voir. Et je le verrai lorsque je recevrai ma feuille d'impôt, comme vous-même. S'agissant de l'État, effectivement, les services de l'État au niveau régional seront impactés. Ils seront impactés pour les diverses directions régionales. Je vais en citer quelques-unes. C'est la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, du logement et de l'aménagement du territoire. Vous avez également les directs, qui sont les anciennes directions régionales du travail et de l'emploi. Vous avez également les directions régionales des affaires culturelles. Bon, tous ces gens-là vont obéir à un seul chef, qui sera le préfet de région. Le préfet de la région, qui est M. Fratacci, je crois de mémoire, qui est l'actuel préfet de la région Alsace. Je vois mal le préfet de région Alsace avoir des services disséminés sur l'ensemble de la région. Je pense qu'il voudrait les avoir près de lui. Même s'il y aura des antennes, notamment dans la Marne, puisque l'actuel préfet de la région Champagne-Ardenne s'est battu pour que soit conservée dans la Marne la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Ce qui paraît un peu normal, parce que je crois que chez nous, nous sommes plus cutéreux que les industrieux d'Alsace. Avec bien évidemment, comme vous le savez, un breuvage qui fait le tour du monde. Ça sera pareil pour la DRAC. Le préfet actuel se bat pour que tout ce qui est conservation du patrimoine se situe dans la Marne, et notamment à Châlons, avec les crédits qui vont bien sûr. Mais si pour la région, pour les services régionaux, bien évidemment, s'il y avait 3 directeurs régionaux, il n'y aura plus qu'un dorénavant. Et ensuite, ça va se déliter, si je puis dire, pour avoir une réduction d'effectifs, comme nous l'avons déjà connu. Par contre, et insidieusement, je vous ferai remarquer que pour les services régionaux, je pense qu'il va y avoir certainement des mutualisations ou des réorganisations. Mais je m'arrêterai un instant et je vous ferai observer qu'au niveau des politiques, il n'y a pas eu de réduction du nombre de conseillers régionaux. On a fait simplement une addition des conseillers régionaux qui existaient dans les 3 régions précédentes. Et vous allez, j'espère, enfin c'est un devoir, aller voter le 6 et 13 décembre prochain pour élire 169 conseillers régionaux qui ne sont pas en nombre réduit. C'est exactement le même nombre que ceux qui existent actuellement. Donc, moi je pense que s'il fallait faire des économies, un signe eût été par exemple de réduire le nombre de conseillers régionaux, qui coûtent un peu d'argent quand même, parce que ces gens-là sont rémunérés, ils ne le font pas gratuitement, il faut le savoir. À ce propos-là, je voudrais m'arrêter un instant sur les élections, puisque je m'en occupe au niveau de la préparation, au niveau départemental. C'est un scrutin un peu curieux, parce que, certes, c'est un scrutin de liste que nous connaissons déjà, puisque nous avons déjà, pas étraîné, mais vous avez dû vous en rendre compte lorsque vous avez voté pour les élections municipales, et pour notamment les grandes villes, un scrutin de liste bloqué. C'est-à-dire que vous ne pouvez ni rayer, ni rajouter des noms. Hein, et pas le vôtre, en plus. Donc, vous allez avoir des bulletins de vote assez importants, parce que vous allez avoir 169 noms. Et vous allez avoir, en plus, la curiosité c'est celle-ci, c'est que vous allez avoir des listes également par département. Donc on appelle des sections, mais en fait ça représentera le nombre de conseillers régionaux dont peut bénéficier un département, bien sûr au maximum, s'il rafle tous les sièges. Et donc vous allez avoir à côté de votre bulletin de vote, parce que je crois qu'il y a 9 listes qui ont été déposées, vous allez avoir 169 noms, et autant de noms dont peut bénéficier chaque département. Donc vous aurez 10 sections qui représentent en fait les 10 départements avec chacun des noms. Alors pour le dépouillement, ça va être assez intéressant pour le calcul des sièges, parce que ça va être une curiosité, une première aussi, si je puis dire, puisque c'est un scrutin de liste, et bien évidemment, les résultats donneront à la liste qui a obtenu le plus de voix un certain nombre de sièges. Je ne sais plus si c'est la majorité ou le tiers, et ensuite la liste reparticipe
à la répartition des sièges. Mais les sièges ne seront pas répartis par rapport aux 169 noms, ils seront répartis ensuite par département en fonction des voix qu'ont obtenues les listes dans chaque département. Alors ça ne va pas être coton, je pense qu'on va passer quelques heures à revérifier cela et, comment dirais-je, à revérifier que les calculs qui ont été opérés par les maires l'auront bien été. Donc ça, c'est pour placer un peu le cadre. L'efficience, oui, on en a parlé un peu, il faut voir, il faut attendre. Ce qui est important aussi, et si vous avez une carte comme celle qui est parue dans le journal Le Monde il n'y a pas tellement longtemps, et qui est très très bien faite, qui est faite par un géographe, donc elle ne peut être que bien faite, comment dirais-je, ou une géographe, donc elle est deux fois bien faite, si une géographe, c'est encore mieux. Et vous verrez que la Champagne-Ardenne, là j'insiste un peu là-dessus, mais en grossissant le trait, il part en pauvre. Oui. Quand vous regardez la carte, puisque vous avez la partie est qui est assez peuplée, si je puis dire, et au plus on s'avance vers l'ouest, au plus on se dépeuple. Vous allez me dire que si on est dépeuplé, c'est-à-dire qu'on est moins nombreux, et c'est quand même mieux pour le bien-être et le cadre de vie. Là, voici bien fait circuler, vous verrez, c'est très intéressant. Et quand on voit cette carte, donc une dépopulation en allant vers l'ouest et un certain déséquilibre. Enfin, moi, je considère ça comme un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la Champagne-Ardenne est à la traîne par rapport aux deux autres, à ces deux comparses, si je puis dire. Et, la Lorraine média n'est pas trop bien servie non plus. Pas trop bien servie. Mais nous, on est un peu... Bon. Alors, en plus, on est coincé entre nos amis alsaciens et puis la région Île-de-France. La carte montre bien, d'ailleurs, les deux tropismes, un tropisme rhénan, un tropisme parisien. Et donc, au milieu, un certain vide quand même. Voilà. Alors, j'ai oublié, mais ça, je reviendrai tout à l'heure. Non, allez-y, madame. Faites circuler. Donc, ce qui est important, c'est que nous, on n'est pas dans une position de force, il faut le savoir, hein, de toute façon c'est clair. Hein. Si on vous dit autre chose, je pense que ça serait un peu se moquer du monde. Et par conséquent, il faut que l'actuelle région de Champagne-Ardenne et le département de la Marne, parce que c'est celui qui est le plus à l'est, puissent relever ce défi. Et ce défi, pour l'instant, on ne pourra pas le relever dans les urnes, puisqu'il n'y a aucune, comment dirais-je, personnalité connue en Champagne-Ardenne qui se trouve tête de liste. Donc ça, c'est un petit peu gênant parce que ça risque de troubler, de ne pas inciter forcément les électeurs à aller voter. Et par conséquent, si les électeurs ne votent pas, il va risquer d'avoir beaucoup de, comment dirais-je, non pas d'abstention, si d'abstention, et ça risque de faire le jeu d'autres partis politiques que vous avez devinés. Donc ça, c'est important. Donc ça, je pense que les Champardonnais ne vont pas s'intéresser aux élections parce que, non pas qu'ils se sont exclus, mais parce qu'il n'y a aucune personnalité qui transparaît dans ces listes. Alors, comment peut-on réagir si ce n'est par les élections? On peut réagir aussi en essayant de se regrouper. Parce que la ville la plus importante, effectivement, à l'ouest, c'est Reims. Mais Reims, c'est 200 000 habitants par rapport à Strasbourg, qui en fait 2 fois plus, je crois. Oui. C'est ça, à peu près. Le Grand Strasbourg, hein, ça fait 500 000 habitants, Reims c'est à 200 000. Donc l'idée qui germe en ce moment et qui est qui est poussée par l'actuel préfet de région, c'est de faire une grande intercommunalité ou une métropole entre Reims, Châlons et Épernay. Alors évidemment, vous allez me dire politiquement, c'est très bien, parce que ce sont des gens qui ont à peu près la même obédience, la même sensibilité, donc ça devrait pouvoir aller. Mais je crois savoir que le maire d'Épernay, pour l'instant, souhaite réfléchir, et que entre Reims et Châlons, c'est pas aussi simple que ça, c'est un peu comme entre la Bourgogne et la Franche-Comté, voyez-vous. Donc c'est un peu ça. Donc les gens sont plutôt d'accord, mais après, c'est un problème d'organisation. Mais il me semble que si l'on veut vraiment exister et faire entendre sa voix dans le macrocosme de la future région Grand Est, enfin, appelons-la comme ça, il faut absolument que les communes marnaises les plus concernées se regroupent.
Alors ça peut paraître une évidence, mais pour la mise en pratique, c'est autre chose. Parce que bien évidemment, vous allez bousculer des états historiques, vous allez bousculer des mentalités, et ça risque de prendre un certain temps. Et ça rejoint ce que disait Mme Bonnet-Pignot tout à l'heure dans le cadre de l'intercommunalité. Pour que cela puisse se faire, il faut qu'il y ait unité et continuité territoriale entre les villes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement que Châlons et Reims soient d'accord, mais il faut ensemble que les intercommunalités qui se trouvent dans l'espace géographique entre Reims et Châlons le soient également. Ce qui n'est pas forcément évident. Mais il me semble que c'est un défi majeur si l'on veut qu'on se fasse entendre d'une manière ou d'une autre auprès de nos chers collègues. Alors ça, c'est le défi, je dirais, administratif, le regroupement des communes. Mais il y a un autre défi qui me paraît aussi important, c'est le défi agricole. La Champagne-Ardenne et la Marne en particulier, comme vous le savez, est une grande région agricole à fort pouvoir, bien sûr, et à fort dégagement de marge. Et puisque la région existe, maintenant on ne peut plus aller en arrière, même si ça peut se faire dans les années à venir. Ce qui aurait été intéressant de voir se réaliser, c'était plutôt la Champagne-Ardenne avec la Picardie, puisque comme vous le savez, il y a un pôle mondial d'industrie agro-ressources qui n'est pas très loin d'ici, je crois que c'est à Pomacle, si ma mémoire est bonne. Et là, on avait déjà des liens, si vous voulez, ou des accointances que nous n'avons pas forcément avec nos cousins alsaciens. Donc ça, c'est le deuxième défi qu'il va falloir relever, c'est le défi agricole. Et d'après ce que j'ai su, puisque les chambres de commerce et les chambres d'agriculture, les chambres conseillères sont également confrontées à ce problème de mutualisation et de regroupement, la future chambre régionale d'agriculture doit être présidée par un Lorrain. Alors j'espère que celui-ci aura la bonne idée de choisir son siège dans la Marne. Parce que s'il le choisit en Lorraine, ça risque de faire encore d'avoir des grincements de dents ou des grincements d'os dans les chaumières. Donc voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur la vue de l'intérieur. Les fonctionnaires au niveau régional, certes, ils vont être regroupés, mais essentiellement, ce sera Strasbourg, avec un petit peu aussi à Metz, et puis les deux aspects agricoles et culturels à Châlons, pour essayer quand même de contrebalancer non pas le fait que la capitale régionale disparaît, et aussi que nous avons perdu, comme vous le savez, 1000 militaires, ce qui fait que ce n'est pas forcément joyeux pour les Châlonnais. Et puis, le deuxième défi, c'est celui du regroupement des villes pour pouvoir faire face et se positionner non pas en ennemi, pas du tout ça, mais en position de discuter avec les grandes villes et la grande ville de l'Est. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus. Alors moi, je voulais juste rebondir et préciser deux choses. D'une part, ce qui concerne cette future région Alca, ou je ne sais exactement quelle dénomination elle aura, et qui donc, dans la présentation qu'en a fait Éric Delem, permet de voir les difficultés existant entre les différents pôles, sachant que Strasbourg est donc capitale régionale, mais même aussi ville européenne et métropole européenne, est vrai aussi pour Montpellier et Toulouse, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, avec là aussi une certaine décapitation pour Montpellier, qui est un agropôle de longue date, et la direction de l'agriculture sera à Toulouse, qui par ailleurs a l'aéronautique, l'aérospatiale, enfin qui a d'autres cordes à son arc. Donc des choix qui ne sont pas là forcément, on va dire, très justifiés. Et puis l'Aisne et la Picardie tout court a failli disparaître complètement si véritablement le droit d'option avait été maintenu. Il y a eu des cartes qui ont précédé, on va dire, la carte définitive, et donc plusieurs départements, par des raisons, on va dire, de logique de proximité, de logique de fonctionnement en réseau, notamment le Gard pour aller jusqu'à Toulouse, chercher un certain nombre donc de services, alors que c'est plus près de la vallée du Rhône,
pensait fusionner donc avec la région PACA, bon, ou du moins être accepté dans la région PACA, mais il faut effectivement l'accord de la région de départ, l'accord de la région d'arrivée et ensuite l'accord des assemblées à raison de 3/5 donc, des votants pour que ça puisse se faire, donc ça ne pourra pas se faire, mais la Picardie était écartelée avec la somme qui aurait été volontiers, enfin quand même attribuée au Nord-Pas-de-Calais, qui ne demandait pas plus que ça. L'Aisne, évidemment, éventuellement avec bon, la région Champagne-Ardenne si elle avait été maintenue, et puis l'Oise avec la région Île-de-France. Voilà, et donc quand on entend un certain nombre d'intervenants et qu'on lit le rapport, même à l'Assemblée nationale, la Picardie, ça n'existe pas. Bon, il y a un pôle, mais franchement, ça n'existe pas. D'ailleurs, la Champagne-Ardenne, c'est une région, comme le disait le président de région, qui a été ballottée avec la Picardie, avec la Lorraine, avec l'Alsace, on ne savait pas quoi en faire. Région intermédiaire, région de passage, région, certes le Champagne, oui, bon, ça tout le monde connaît, mais pourquoi une région? Enfin, je veux dire que vu un petit peu d'un point de vue, oui, vu d'ailleurs, mais enfin vu de Paris, parce que ça a quand même été dessiné un peu sur un coin de table, un peu rapidement, même pour la Grande Aquitaine, même quand la carte définitive a été proposée, à 9h le soir, la décision n'était pas prise, et donc les responsables se demandaient ce qui allait arriver. Pour Pays de la Loire aussi, c'était pareil, et leur réaction, ça a été tout ça pour ça, finalement, en restant comme tel Pays de la Loire. Voilà, donc une réforme, oui, mais pas pour grand-chose, entre guillemets. Et si vous me permettez, pardon. Non. Je fais pas de bêtises, hein, d'accord. Alors certes, il y a 13 régions maintenant au lieu de 22. Bon, d'accord. Mais le millefeuille territorial existe toujours. Ah bah oui. Les 36 000 communes de France existent toujours, les 620 communes marnaises sont toujours là. Alors l'idée, Mme Bonnet-Pinault a beaucoup insisté sur les intercommunalités. Alors c'est vrai qu'en l'espace de 5-6 ans, nous sommes passés dans la Marne, pour avoir une idée, de 67 intercommunalités à 26, et les discussions qui sont en cours devraient les ramener à 11. Donc c'est un effort assez extraordinaire en l'espace de si peu de temps. Mais les communes existent toujours. Alors j'espère qu'il n'y a pas de maire dans la salle, mais si on veut être logique jusqu'au bout, il faudrait que les communes disparaissent ou qu'elles soient extrêmement fondues dans les intercommunalités et que les organes dirigeants de l'intercommunalité soient élus au suffrage universel. Ce qui permettrait de faire supprimer un échelon, même si cet échelon est issu des paroisses. Mais bon, quand on sait que, par exemple, vous avez près des 3/5 des communes marnaises qui ont moins de 500 habitants, la plus petite, c'est dans l'Argonne, c'est Rouvois-Ripon, 9 habitants. Et le pire doit être en Haute-Marne. Et le pire doit être en Haute-Marne. Mais bon, je veux dire, comment voulez-vous que les gens fassent quelque chose, soit avoir une entreprise sur son territoire, mais comment voulez-vous qu'elle puisse faire face aux dépenses, je dirais, normales ou même de simples dépenses d'investissement? Mais quand on touche à cela, les maires sont très chatouilleux parce qu'effectivement, ils sont maires, ils n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, les dotations diminuent, mais si on parle de les supprimer, ils rouspètent. Mais pour l'instant, le millefeuille existe toujours. On n'a pas réduit les strates. Et ça coûte. Ça coûte aux impôts. Ah oui. L'intercommunalité. Pardon. Alors, merci. On va passer au débat. Faisons une question un peu peut-être. Il n'y a pas de questions stupides, madame. Il n'y a que ceux qui ne les posent pas qui. Il a même rajouté une strate dans le millefeuille territorial, finalement. Ah oui, avec les métropoles, là. Bien sûr. Nous sommes les spécialistes en France de cela, rajouter les strates. C'est une réalité, oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Pour commencer, je suis strasbourgeoise, mais c'est pas grave. C'était la petite parenthèse. Donc, voilà, donc en fait, je commence, mais je suis rémoise d'adoption puisque je commence mon master géopolitique à Reims. Et je suis très contente d'être venue en Champagne-Ardenne et de découvrir cette belle région. Tout d'abord, j'avais une question, enfin, j'ai une affirmation à faire et en même temps, c'est une question si vous pouvez me répondre. Récemment, au relais de la gare de Reims, j'ai découvert un magazine qui s'appelle Grand Est.
C'est un magazine en fait, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous l'avez vu ou pas. C'est un magazine donc, qui est le premier numéro qui vient de sortir, qui parle de la région Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. D'ailleurs non, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, on a pris soin de mettre par ordre alphabétique pour pas... et donc voilà, donc en fait c'est juste une présentation des Miss France, enfin des Miss de chaque région, une présentation des chefs étoilés, une présentation un petit peu des villes à travers des habitants lambda, etc. J'ai l'impression qu'on essaie vraiment de créer voilà, une identité commune. Voilà, tout le monde est égaux, tout le monde est pareil, etc. C'est ce qui m'a transpercé dans le magazine. Sauf que le magazine est aussi en collaboration ou créé, je n'ai pas encore fait mes recherches par rapport à ça, avec 5 journaux. Non, attendez. 5 journaux, c'est ça. 2 journaux alsaciens et 3 journaux lorrains. Aucun journaux de Champagne-Ardenne. Je n'ai pas... voilà, j'ai découvert ça hier, donc je n'ai pas encore regardé pourquoi. Est-ce que la Champagne-Ardenne n'a tout simplement... Les journaux, donc l'Union Lardonnais, n'a tout simplement pas voulu participer à la création et à l'élaboration de ce magazine, ou au contraire, est-ce qu'ils n'ont pas été invités à y participer? Ça peut y être, ça. C'est complètement idiot. Je ne sais pas si vous allez me répondre ou pas, mais Non, mais je vais essayer de vous répondre, mais rassurez-vous, je ne suis pas journaliste. Et je ne fais pas partie de ces journaux. Mais ce qui est un peu curieux, c'est que quand on crée un magazine, quand on crée un magazine qui s'intitule Grand Est, puisque finalement ça peut être le nom de la future région, c'est simple, il ne faut pas non plus faire des trucs à rallonge. Alcal, alcalo, les gens se demandent ce que c'est, si c'est un médicament ou un purgatif, hein, on ne sait pas trop. Mais la moindre des choses, c'est que quand on fait un article, un document, un magazine sur une région ou une future région, c'est d'y associer leurs représentants, alors que ce soit des élus, que ce soit des habitants, que ce soit des journaux. Là, si effectivement il n'y a ni l'Union, ni l'Ardennais, ni l'Est-Éclair, et je ne parle pas de la Haute-Marne libérée, c'est un peu curieux. Alors moi, je serais curieux de savoir ce qu'ils disent sur la Champagne-Ardenne, par exemple. Vous l'avez lu, non ? On parle du Champagne. Ils parlent du Champagne uniquement. non, on ne parle pas du tout du Champagne. Ah bah oui, ah, c'est vrai. Oui. Il y a une présentation des cathédrales, donc on parle Quand même de Reims. Un peu de Reims, oui. Un petit peu. Oui, oui. Et Strasbourg, il y a vraiment une totale égalité de ce côté-là. Et aussi, petite remarque, toutes les publicités qui sont à l'intérieur, il n'y en a aucune qui représente ni une entreprise ou qui ne sont de conseils départementaux ou régionaux de Champagne-Ardenne. Voilà. Et donc, du coup, j'avais une question à la suite de ça. Est-ce que, justement, vous pouvez me parler un peu plus du climat de la population rémoise et champardonnaise ? Est-ce qu'elle a plutôt une volonté d'essayer de s'investir dans cette région ou, au contraire, plutôt une volonté de se renfermer Trop tôt pour répondre. Écoutez, c'est extrêmement difficile. Hein. On a longtemps appelé Reims la belle endormie. Je ne sais pas si les Rémois, les Rémoises dorment du matin au soir, je ne sais pas, mais je pense qu'ils travaillent quand même un peu. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, dans les listes, et vous le verrez quand vous recevrez ça chez vous ou lorsque vous irez dans les urnes, dans les bureaux de vote, parce que les urnes, c'est un peu petit quand même, même si elles sont transparentes. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de personnalité régionale dans une liste de liste. Je pense, Monsieur Bachy, le président, effectivement, il n'a pas souhaité se représenter pour diverses raisons, hein, qui ne m'appartient pas de juger. Mais par exemple, un personnage comme M. Barouin aurait pu, par exemple, fédérer une certaine la population autour de son nom et de son image, de sa personnalité. Donc moi je crains, si vous voulez, que ce soit dans les urnes ou après, les gens se disent finalement, ils adoptent une attitude de résignation en se disant ça y est, on est croqué tout cru et on ne peut rien faire. Mais c'est là où justement la population, les entreprises ou les citoyens doivent réagir pour pouvoir montrer qu'ils existent. Et qu'ils existent non pas en râlant comme on sait le faire, mais en se mutualisant, en se regroupant. Donc, encore une fois, je crois que c'est cela qui risque qui est de nature à ne pas nous oublier. Ça, c'est mais ça n'engage que moi ce que je dis. Hein. Je ne suis pas mandaté par la population locale, ni par la population marnaise pour pouvoir vous répondre précisément. Vous aurez déjà un début d'indication avec les résultats
des votes qui auront lieu le 6 et le 13. Et là, je vous dis, le taux d'abstention sera déjà un élément intéressant. Je pense que si on donnait, je me permets juste de compléter, si on donnait le nom de Belle Endormie à Reims, c'était jusqu'à la mandature Schneider. Après, ça a quand même beaucoup bougé et Reims rayonne bien sûr en région parisienne, bon, avec des affichages dans les couloirs de métro, mais Reims a changé aussi en jouant beaucoup la carte de la culture et du patrimoine, beaucoup plus qu'avant, hein, et en donnant, enfin en mettant les fonds qu'il fallait pour ce faire. Donc on ne peut plus la traiter de belle endormie. Et donc pour répondre, ce que pensent les Rémois, je ne sais pas, mais il bouge assurément et les responsables ont fait en sorte que Reims bouge et se réveille. Puisqu'en fin de compte, le système, tout le monde sait qu'il ne va pas marcher ou pas trop bien marcher et qu'il faut essayer de trouver des forces positiver. Et pourquoi il n'y a pas eu une réaction politique au départ? Pourquoi, en fin de compte, les politiques n'ont rien fait par rapport à ça? Ils pouvaient tous démissionner, ils pouvaient faire quelque chose. On n'en sait rien. Donc, mais oui, on peut rêver. Donc, il n'y a pas eu de réaction de ce côté-là. Donc, une fois que cette réaction n'est pas faite, il suffit de suivre. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je crois savoir que le président Bachy s'est battu comme un beau diable pour ne pas accepter ce mariage contre nature, si je puis m'exprimer ainsi, hein, puisque géographiquement, là je me tourne vers les spécialistes, c'est pas vers l'est qu'on se tourne normalement, c'était plutôt vers la Picardie, vers la mer, hein, c'est ça, parce qu'il manquait un peu de mer, si on a le lac du Der, mais c'est pas suffisant. Mais je pense que, si vous voulez, le président Bachy s'est battu comme un beau diable. Malheureusement, il n'a pas été écouté parce que là-haut, vous savez, c'était soit joué ou c'était politiquement déjà plié parce qu'on avait dit que ce serait Strasbourg et puis ça serait comme ça. Hein, et qu'à Strasbourg, il ne fallait pas faire simplement l'Alsace-Lorraine, ce qui était trop simple, il fallait faire quelque chose de plus grandiose. Je pense que c'est cela. Peut-être que M. Bachy n'avait pas assez d'influence politique. Il était aussi... Ça, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, hein. Il n'allait pas se représenter, donc il avait moins de force aussi. Il y a ça qui peut jouer. Et il y a aussi, comme on le pense, à tort ou à raison, le fait que cela a été joué d'avance. Et dans l'urgence. Et dans l'urgence. Ça a joué aussi. Hein. Donc, temps de réaction, j'avais été consultée par le conseil régional à un moment donné, il fallait réagir dans les 15 jours. Mais de toute façon, bon, c'était trop court pour faire quelque chose de sérieux. Et puis de toute façon, ça n'aurait eu aucune portée. Mais ce que vous dites est intéressant aussi parce que vous allez remarquer dans les régions qui n'ont pas été touchées, curieusement, ce sont des membres influents du gouvernement. Oui. C'est Petit tout. détail. C'est un détail. Je prends un exemple aussi qui me vient à l'esprit en espace économique. On en a parlé en aparté avec Mme Bonépino tout à l'heure. Ne trouvez-vous pas bizarre qu'on insiste lourdement pour relancer, comment dirais-je, la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui va coûter un certain nombre d'argent. Et c'est décidé. Voilà, de l'argent, et je ne parle pas des conséquences écologiques et environnementales, alors qu'ici, pas très loin, on a un aéroport tout neuf. Et que je sache, la distance entre Nantes et Châlons, ou bien Nantes et Vatry, c'est quand même pas la distance entre New York et Los Angeles. Je voudrais faire cas de mon expérience personnelle pour la Champagne-Ardenne, puisque je suis né à Chaumont, j'ai fait mes études à Troyes, j'ai travaillé à Charleville-Mézières pour finir ma carrière professionnelle à Reims. Et dans mon environnement familial ou professionnel dans le domaine des entreprises, la Champagne-Ardenne n'est toujours pas quelque chose de franchement affirmé dans mon parcours et de ce que je comprends de mon environnement. Donc demain, avec une échelle supra, je ne dis pas nationale, mais pas loin quand même, avec cette échelle-là, je ne suis pas sûr que les Champardonnais historiques comprennent mieux leur sentiment d'appartenance à une dimension encore plus large. Alors là, c'est le côté sentimental, mais d'un point de vue effectif, administratif et
et offensif sur le terrain de l'emploi et du développement économique, je m'inquiète du fait, pour mes activités, de ne plus avoir en proximité un service public de l'emploi que je ne le vois plus dans la proximité. Quand vous me dites que la directe, etc., ça va un peu... Ça va pas aller loin. Vous avez raison. Vous avez raison. L'identité de la Champagne était déjà difficile à percevoir de l'extérieur. Les gens ne retenaient que le mot champagne. Je pense que c'est ça. Mais c'était difficile d'apercevoir de l'extérieur, et même pour les gens qui la composaient, c'était aussi difficile. Alors c'est vrai que ça n'existe que depuis une trentaine d'années, donc il faut quand même un petit peu de temps pour que tout cela s'installe dans les esprits, s'ancre dans les mentalités, et qu'ensuite, comment dirais-je, on en fasse une publicité de bonne aloi. Mais là, avec l'intégration dans la fusion dans la future grande région, ça va redisparaître, enfin, ça va être digéré, si vous voulez, dans la région. Alors c'est pour ça que où les gens, au début, tout le monde ne veut pas tout faire non plus, il faut être dans les postes clés, il faut être dans les, comment dirais-je, je dirais aux manettes et au bon endroit au bon moment. C'est pour ça que je pense qu'il est important qu'il faut, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, entre Reims et Châlons, qui en principe se haïssaient jusqu'à des périodes relativement récentes, il faut faire fi de tout ça et se regrouper. Parce que si on ne se regroupe pas, il n'y aura rien, il y aura peu de choses pour la Champagne. On le voit déjà au niveau des préorganisations, au niveau de l'État et au niveau du Conseil régional, les Alsaciens... Il faut aussi se rendre compte, parce qu'on est peut-être excentré, mais par exemple, Nancy-MS se haïssait aussi de façon très ancienne. Exactement, mais on réussit à se mettre d'accord. Par exemple, ils avaient voté pour savoir où serait la capitale. Ils ont voté aussi pour tout ce qui est économique, informatique, le haut débit. Ils se sont mis d'accord sur beaucoup de choses et sur beaucoup de rapprochements. Ils ont fait des scissions sur la répartition des pouvoirs entre les deux capitales, et au contraire, une réunification sur les facultés. Et donc on est aussi, en tant que Champardonnais, en compétition avec une autre région qui est au milieu et qui est en train de faire plus vite et plus fort que nous. C'est ce qui se fait aussi en Normandie, entre finalement Haute et Basse Normandie, entre Rouen et Caen. Bon, malgré des tiraillements, il y a aussi des ententes, des partages. Voilà, mais bon, je reviens à Montpellier-Toulouse. Là, il y a vraiment rivalité et quand même, disons, un petit peu désespérance du côté de Montpellier. Donc, on n'est pas, je vais dire, unique en Champagne-Ardenne pour avoir cette insuffisance de préparation et puis de réaction surtout et de construction. Bon, ça existe ailleurs. On n'est pas dans la rancœur en Champagne-Ardenne, mais on n'a pas non plus suffisamment pris les devants. Maintenant, il y a peut-être des possibilités. Alors, ça peut être un élément de réaction, si vous voulez, dans le bon sens du terme. Mais à côté de ce dont on discute ce soir avec des évidences ou des idées qu'on peut émettre, in fine, ce sont les réflexions qui mènent à une décision de quelques-uns ou de quelques-unes. Ce qui fait que si les gens s'entendent, c'est très bien. S'ils ne s'entendent pas et que le pouvoir ou la volonté de pouvoir prend le dessus, c'est autre chose. Merci. Du coup, un des problèmes qu'on a pas mal abordé ce soir, plus ou moins directement, c'est quand même le problème du manque de démocratie de tout ce qui se passe. Finalement, de ce qui ressort de vos interventions, on a tendance à vouloir créer une sorte de jacobinisme régional. C'est ce que j'ai compris de votre intervention. Finalement, Strasbourg va être à l'échelle d'une région un système centralisé qu'on critique à l'échelle nationale avec Paris qui est trop centralisé. Et ce qui m'inquiète particulièrement, ce qui m'interroge, c'est, je ne suis pas aussi optimiste que vous, vous l'êtes pas spécialement, mais je note pas que les élus régionaux ou les élus locaux soient un relais de démocratie efficace pour les citoyens que nous sommes, parce que si on prend l'autre exemple qui est celui de Lyon, là c'est quand même clairement dans un système différent, mais l'émergence d'une métropole qui n'est jamais qu'un arrangement entre barons locaux, le maire de Lyon Gérard Collomb et le président du département Michel Mercier, je crois.
dans le cadre de ce que vous avez dit des luttes de pouvoir qui se jouent à Paris entre barons locaux plus ou moins bien implantés et qui remportent le morceau, on voit assez mal où est l'implication citoyenne. Et je vois mal aussi que les élections régionales, comme vous avez dit, puissent être à aucun moment le lieu de s'exprimer concrètement sur ce mécanisme. Donc je me demandais à quel moment il était possible, selon vous, madame par exemple, qui avez été consultée par le Sénat, on peut se penser qu'on veut du Sénat, mais est-ce qu'ils sont conscients de ce problème ou pas? Et voilà, à quel moment vous pensez que la question démocratique peut vraiment se poser? Parce que finalement, elle n'est jamais vraiment posée. Alors, lors de la réunion de la commission spéciale, Renan Dantec, qui est très impliqué à la fois à Nantes et puis à une échelle internationale sur le plan climat et COP21, avait proposé, lui, qu'il y ait une consultation de la population avant même qu'il y ait véritablement décision sur la réforme territoriale. Et ça a été évacué assez rapidement, par Delbar d'ailleurs lui-même, en disant que ça prendrait trop de temps et qu'il fallait que la réforme soit exécutée et opérationnelle dans les meilleurs délais. Donc c'était une possibilité de consultation démocratique, mais ça a été décidé en haut lieu. Et donc c'est effectivement pas les élections régionales qui vont permettre d'avoir une expression, puisqu'on ne va faire que, on va dire, choisir dans ce qui est relativement, quand même, je vais utiliser le terme, imposé, décidé en haut lieu, et pas à l'échelle locale. Donc démocratie et démocratie locale, là, elle n'existe pas. Pour répondre à votre question, effectivement. Lyon, ça a été une habileté de la part des principaux acteurs de prendre les devants et d'arriver à s'entendre, effectivement. Là, pas plus, oui, on n'a pas plus, je dirais, de démocratie locale, mais une antériorité de construction, on va dire, d'une collectivité territoriale qui n'existait pas auparavant. Non, c'est assez compliqué parce qu'on se dit finalement, nous n'avions personne, je schématise, hein, nous n'avions personne pour nous défendre, entre guillemets, on se résigne, à quoi ça sert d'aller voter, puisque les jeux sont faits. Donc c'est un cercle vicieux quelque part. Bonsoir. Quelques commentaires avant de vous proposer 2 questions. Voilà, moi je suis élu municipal et communautaire à Chaumont. Et j'ai eu l'occasion de participer en avril dernier à la conférence territoriale quand Madame Lebranchu, ministre en charge de la décentralisation, est venue à Châlons présenter la réforme devant notamment des élus et des responsables publics de la région. Alors, dans les arguments sur la réforme, juste préciser, à aucun moment elle a parlé des économies pour le coup. Elle a parlé de tout ce que vous voulez, grandir en taille, territoire de projet, visibilité, mais voilà, l'argument des économies ne revenait même pas. Et mon deuxième commentaire est lié à ça. Vous avez mentionné très justement tout à l'heure que l'Assemblée régionale, la nouvelle, sera constituée simplement de l'addition des actuels, ce qui ne fera pas d'économie, et même au contraire, puisqu'en fait, il faut savoir que les élus locaux sont indemnisés par rapport à la taille en population de leur collectivité. Donc en fait, tous les élus régionaux toucheront le taux maximum possible pour les régions. Voilà, donc ça c'est pour le petit détail. Je pense que ça alimentera encore le discours polémique et de défiance vis-à-vis des élus. Donc merci à la réforme. Jusque-là, la région Champagne-Ardenne, c'était moins de 2 millions, idem pour l'Alsace et la Lorraine entre 2 et 3. Maintenant, tout le monde touchera le taux maximum qui est au-dessus de 3. Voilà. Donc ça, c'est pour le détail qui n'en est pas un, en fin de compte, puisque ça en dit long sur ce qui peut alimenter le sentiment que vous disiez tout à l'heure, qu'on a l'impression que les élus ne sont pas forcément soucieux du problème quotidien des gens. Et mon dernier commentaire, c'était par rapport à l'extension des intercommunalités. En Haute-Marne, la vision du préfet, il a présenté récemment la dernière carte, qui ramène d'une vingtaine à une dizaine d'intercommunalités, et il dit, une évolution qui est cohérente quand on voit le chemin que ça prend, c'est qu'à terme, la logique, c'est d'avoir 3 agglomérations sur la Haute-Marne. Une autour de chacune des 3 villes, préfectures et sous-préfectures, ce qui fera des intercommunalités de 150 villages. Quand on connaît les règles de représentation, ça fait des conseils communautaires pléthoriques. Et pour moi-même, participer à certaines délibérations de syndicats, de communes, c'est vraiment là qu'on voit l'inefficacité de l'action et de la représentation. Donc voilà, quelque part, donc ma première question sera liée à ça. Est-ce qu'en cherchant à grossir en taille régulièrement,
est-ce qu'on n'a pas finalement renforcé la logique de l'existant de l'échelon communal et de l'échelon départemental? Ce que vous disiez, vous avez raison, il faut garder une gouvernance de proximité. Donc en fin de compte, on grossit les intercos, on grossit les régions, et du coup les communes et les départements ont plus de raisons d'être là, parce qu'au moins il y a un sentiment de proximité. Et ma deuxième question, c'était quelque chose que vous avez évoqué très rapidement par rapport à toutes les difficultés de mise en place, d'acceptation et de mise en œuvre de cette réforme. Est-ce que vous pensez qu'il sera envisageable, en cas d'alternance, de revenir en arrière? Je vais commencer à répondre par la deuxième réflexion. On peut toujours imaginer théoriquement revenir en arrière avec une alternance, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein. Mais il faut savoir quand même que cette mini-révolution imposée de fusion des régions, ça cause déjà pas mal un certain nombre de travail et de réorganisation, que ce soit au sein des services régionaux ou des services régionaux élus, si je puis dire, relevant de l'autorité des élus, et des services régionaux d'État. Alors, il faut savoir déjà qu'au niveau de l'État, nous avons été soumis depuis une petite dizaine d'années à des réformes comme la RGPP, comme la modernisation de l'État, où nous avons effectivement perdu physiquement des fonctionnaires. Si on remet encore un disque sur le tourne-disque, ça risque d'être complètement... Enfin, ça peut se faire, hein, on peut tout imaginer, mais je pense que là, ça va être... Plus personne ne va rien comprendre. L'électeur moyen ou le quidam moyen ne va plus rien comprendre. On fait un truc, on redéfait, on refait ci, on refait là. Enfin, on peut le faire, mais je pense que ça peut être lourd de conséquences quant à la compréhension du but recherché. De mon point de vue. Hein. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer et on peut très bien imaginer, effectivement, en théorie, ça peut se produire. Ça peut se produire. Mais encore une fois, moi, il me semble que si on veut faire des réformes et si on veut faire des mutualisations, il faut avoir le courage de dire à un moment donné, on supprime tel échelon ou telle strate. Il faut avoir le courage de le dire. Et de le dire clairement et ensuite de le faire. Et là, effectivement, je pense qu'on pourra peut-être ressentir les effets sur les économies et les économies d'échelle et les feuilles d'impôt. Mais pour l'instant, vous avez bien remarqué que pour l'instant, le millefeuille est toujours là et qu'on essaye de ménager la chèvre et le chou parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu, des intérêts politiques, que je qualifierais simplement de politique, je ne parle même pas d'intérêt économique, hein, je ne parle même pas de rémunération. Et c'est ça la difficulté. Qui va oser dire, écoutez, moi je suis d'accord avec le principe, eh bien je suis d'accord, je vais laisser mon poste de maire ou je vais laisser mon poste de président du Conseil général et je suis d'accord pour que les missions que j'exerce actuellement soient réparties dans de nouvelles structures qui sont par exemple les régions, ou par exemple élargie, ou par exemple les futures ou actuelles intercommunalités. Parce que si on supprimait les communes et si on supprimait les départements, on n'aurait plus que deux strates. Je pense que ce qui peut se faire à la marge, serait quand même le droit d'option après, pour les départements. Et donc, il y en a quelques-uns qui sont concernés. C'est le territoire de Belfort, c'est le Gard, c'est en Poitou-Charentes, je crois qu'il y en a un tout à fait au sud, je ne suis pas sûre. Vendée, peut-être, oui. Bon, voilà. Et puis l'Aisne, voilà, et éventuellement l'Oise, mais ce serait à la marge et ça ne va pas créer une révolution et nous retransformer la carte et remettre donc, je vais dire... à nouveau le métier en action.
Oui. Alors, vous savez, les gens, vous, moi, les lecteurs moyens, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? On me parle de réduction, et finalement, rien n'est réduit. Non, mais les gens ne comprennent plus. Sans vouloir faire de la politique politicienne, mais les gens ne comprennent plus. Ils se demandent si on ne se moque pas un peu d'eux quelque part, quoi. Non, mais c'est vrai. Hein. Puis alors, je ne vous raconte pas, comme déjà on essaye quand même de faire un peu de tri et d'éclaircir un petit peu les compétences des uns et des autres, parce que sinon, quand on s'en va là-dedans, plus personne ne sait qui fait quoi. Hein, déjà, celui qui y a du mal à s'y retrouver. Quand une commune veut essayer d'obtenir un financement, il faut qu'elle réunisse autour de la table 5-6 personnes, et encore, ils ne sont pas forcément tous d'accord. Enfin, c'est un chemin de croix. Hein. C'est complètement c'est délirant comme truc. Hein. Ou alors, il faut faire comme les Belges, je crois qu'ils l'ont fait, d'autorité, ils ont supprimé. Ils ont réduit le nombre de communes de manière autoritaire. Bon, est-ce qu'il faut faire ça? J'en sais rien. Mais il va falloir que les gens comprennent à un moment donné. C'est pareil que en matière de climat, c'est pareil. Hein. Les gens se ferment les yeux, ou certains États se ferment les yeux en disant, moi, c'est pas grave, moi, les autres ont pollué, je vais polluer aussi, de toute façon, il faut que je me mette au même niveau. Mais il va y avoir un jour où tout va péter, en matière climatique et en matière, comment dirais-je, naturelle, et ça sera pire que ce qu'on a connu récemment. Hein. Parce que là, contre les éléments, on ne peut rien faire, malheureusement. Hein. Et ça sera trop tard. Bon, d'abord, oui, je voulais d'abord vous remercier très vivement de vos deux interventions et vous m'aviez un petit peu fait peur, madame, au départ, quand il y avait la présentation officielle qui venait, et vous avez au contraire sorti toutes les nuances nécessaires pour montrer à peu près tous les endroits où ça posait problème. Je dis à peu près tous, parce qu'il y a peut-être le fondement de départ qui pose problème, et puis vu aussi de la pratique ce que ça donne, c'est très important, et je crois que vous avez apporté à beaucoup. Alors, et j'ai vu déjà dans les questions, sont sorties en fait 2 questions essentielles qui ont été laissées complètement de côté dans la réforme, c'est celle de la démocratie et celle de l'identité. On peut peut-être en ajouter, enfin, une troisième, c'est moi... J'ai l'impression, vous l'avez bien confirmé, ça s'est fait sur un coin de table. On a donné à quelques gamins dans la cour de récré 22 pièces de puzzle et on a dit, vous avez des petits bouts de scotch et dans une demi-heure, il faut qu'il n'y en ait plus que 13. Bon. On a essayé, certains ont lutté pour qu'il y en ait 14, on est arrivé à 13, on est très content. Mais alors, finalement, je ne sais pas, on a parfois dit dans le passé « small is beautiful ». Il semblerait qu'actuellement, on dise groß ist schön. Et peut-être même groß und schnell ist schön. D'ailleurs, je ne sais pas, je n'ai pas pu écouter notre collègue Rettel cet après-midi, mais qui devait parler de l'exemple allemand. Et l'exemple allemand, en fait, il a 2 régions poids lourds, Rhénanie du Nord, Westphalie et Bavière. Et il a un certain nombre de grandes régions très dynamiques qui ont autour de 2 millions d'habitants. Et, oui, et quelques petites, oui, absolument. Vous me direz de la Corse à l'Île-de-France, bon, oui. Et donc, la façon dont ça a été fait, pour des gens qui ici sont largement soit géographes, soit aménageurs, voire qui ont essayé d'être les deux à la fois, ça pousse à... Enfin, on se dit, pourquoi avons-nous œuvré pendant quelques années ou quelques décennies pour que ce que nous enseignons au b.a.-ba à nos étudiants pour faire une action sur un espace quelconque, on commence par faire un diagnostic. Où est le diagnostic? C'est, vous n'êtes pas assez gros. Bon, alors on colle. Et on va essayer de gagner de l'argent. Non, non, pour l'instant, on en gagnera peut-être, je ne sais pas quand, mais pour l'instant, on a ajouté une feuille au millefeuille, puisque on s'est tout de même aperçu que le niveau de la région, il avait, même si on voulait le tuer, le niveau des régions actuelles, pour le tuer politiquement, mais sur le plan de la gestion, il restait nécessaire. Vous l'avez très bien dit, les rectorats, on a gardé des rectorats, mais on a un super recteur accompagné de 1 ou 2 ou 3 recteurs.
Et peut-être qu'on va voir d'autres choses fleurir du même genre. Et surtout, enfin, il me semble qu'on avait au départ les 3 niveaux anciens, l'État, le département, la commune. Bon, on a rajouté les régions, on en avait besoin. On a rajouté les intercommunalités. Mais je suis tout à fait d'accord avec mon voisin sur le fait de créer des régions mastodontes rend nécessaire un niveau intermédiaire de proximité moyenne. D'autant plus que quand on parle de démocratie, on nous bassine avec la proximité et puis on nous la ramasse dès qu'on pourrait être tenté de s'en servir. Donc là, on a au contraire, on pouvait envisager des régions, et elles ont 45 ans, les régions actuelles. Certaines avaient une identité très forte dès le départ, mais d'autres, dont celle-ci, Champagne-Ardenne, au départ, bon, c'est comme ci, comme ça, mais ça commençait à se développer, justement, une réalité, une identité, etc. Bon, et c'est au moment où ça commence à marcher que là, on dit, ah ben non, on a changé la règle, c'est plus du tout comme ça, il va falloir tout mettre ensemble, et du coup, eh bien, les départements, eux, se défendent, ils restent nécessaires, et pour l'instant, on a, c'est plus 6 étages, parce qu'il y a encore l'Europe au-dessus, c'est 7 étages actuellement. Alors je ne sais pas, certains posaient la question d'un retour en arrière ou d'aménagement. En tout cas, le plus beau, c'est qu'on va arriver à des élections régionales sur lesquelles personne ne sera consulté sur le fait régional. Donc, c'est parti. Oui, Claude Ruiz posait la question aussi. On dit, ah ben oui, maintenant, on est dans ce jeu-là. On est obligé déjà de jouer à ce jeu-là et tous les autres sont... on ne peut le faire, mais je ne vois pas comment on pourra arriver à une efficacité meilleure du territoire français avec ce bricolage. Non, mais enfin, en ce qui me concerne, je suis d'accord avec vous. Alors, il faut espérer que... certes, nous connaissons déjà la capitale régionale de la future région Grand Est, appelons-la comme ça pour l'instant, c'est Strasbourg. Mais j'espère, en ce qui me concerne, ça n'engage que moi, que lorsque les futurs conseillers régionaux se réuniront le 4 janvier, ils désigneront bien Strasbourg comme lieu de siège de la future région. Parce que s'ils décident que ce soit Metz, alors là, je ne vous raconte pas l'histoire, parce que là, les gens ne peuvent rien comprendre. Ça va être complètement... Là, c'est terrible. Donc merci Monsieur Bazin d'avoir, je vais dire, récapitulé ce qui a été présenté et puis d'avoir clarifié donc cet étagement qui devient plus compliqué. Donc voilà, au lieu de simplifier, c'est une complexification et la réforme, c'était pour faire une réforme, il fallait en faire une, c'était la plus facile, on ne réforme pas. Voilà, c'est une réforme de forme, absolument. Donc c'est pas exactement pour rien, mais c'est quand même pour pas grand-chose et ça va coûter cher. Oui, merci. Pour rebondir sur ce que disait monsieur, c'est que moi, ce que je vois quand j'entends parler beaucoup actuellement des maires qui sont très tracassés par les regroupements qu'il y a, une logique qui se fait, c'est une logique de regroupement sur ce qu'ils appellent des territoires, des pays, des territoires de vie qui ont déjà des notions géographiques et historique très forte. La route existe, on a l'habitude de travailler, il n'y a pas la colline à traverser, la proximité, et ainsi de suite. Et donc en fait, on est en train avec cette expansion, les gens se rapprochent de ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire d'un bassin de vie ou d'un bassin d'activité beaucoup plus petit. Et on est en train de recréer un nouveau territoire dans la vie ou dans les mœurs qui va être encore différent du millefeuille qui existe actuellement. Oui, de tels, je vais dire, critères ont été évoqués pour prendre des décisions quand même de création, donc on va dire de régions, enfin, sur quels critères allait-on les fonder. Donc certains ont avancé la notion de bassin de vie, mais donc rien n'a été retenu de ce qui pouvait être plus pertinent et notamment de pratiques qui se sont démultipliées ou qui sont des pratiques aussi défensives par rapport à la mondialisation avec un repli vers, on va dire, des échelons de proximité vers le local pour parler simple. Donc oui, ça a été évoqué, c'est quand même connu, mais pour autant, ça n'a pas été bien sûr retenu. Ce n'était pas le but, ce n'était pas l'objectif de la réforme. Mais ce qui est un petit peu dommage pour
aller dans le sens de monsieur qui est en face de moi, c'est que, et par expérience aussi, je m'aperçois que, premièrement, quand on dit simplification, moi j'ai toujours très peur, parce que pour moi c'est synonyme de complication. Ça c'est par expérience. Et je me suis aperçu également que lorsqu'il y avait des sujets très importants, voire graves, la réflexion était extrêmement réduite dans le temps, alors que les conséquences et les impacts sont très très importants. C'est très curieux. Moi, je vais vous donner un exemple. Je ne vous donnerai pas le service. C'est un service qui est appelé effectivement un service régional, qui doit donc quitter Châlons, ça vraisemblablement au mois de janvier ou l'année prochaine. Et pour la réorganisation de ce service, on a demandé au cadre, à 10h du matin, de rendre une copie pour midi. Voilà. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on aurait pu, mais effectivement c'est le temps qui était compté, on a très bien pu laisser les mariages qui étaient déjà plus ou moins consentis, si je puis dire, se faire et voir un peu ce que ça donnait. Parce que déjà quand les gens sont d'accord, c'est quand même un peu plus facile que lorsqu'ils sont, comment dirais-je, contraints. Et ensuite, avec le temps, procéder à des ajustements, si je puis dire. Mais bon, ce n'est pas ce qui a été choisi, hein, pour les raisons que vous avez évoquées. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Oui, bonsoir. Donc, d'après vos propos, vous dites que ce découpage, finalement, il a été fait effectivement sur un coin de table, mais aussi il est un petit peu issu de lobbying divers et variés de certains élus influents. Et deuxièmement, pourquoi cette urgence? Pourquoi ce temps compté? Pourquoi il fallait aller vite? Enfin voilà, c'est ma question en fait. Pourquoi on n'avait pas le temps de faire les choses avec bon sens? Et bon, il y a la partie lobbying certes, mais pourquoi cette urgence en fait? Je pense que c'est ça. Ah, oui. Oui, c'est ça. Et puis c'était une des promesses de campagne aussi, je crois. Promesse de campagne, bon, je ne sais pas si c'est oui, là. Échéance présidentielle, donc le temps est extrêmement compté, extrêmement rapide. Hein, donc réponse, je vais dire, simple. Je sais pas si non, moi je crois que c'est... Moi, enfin, un petit peu c'est ce que je ressens, c'est comme vous. Maintenant il y a peut-être autre chose, hein, mais entre ce qui s'est passé réellement et ce qu'on dira d'un point de vue de communication, je pense qu'il y aura une grande différence. Et puis on va ajouter que c'était la réforme la plus facile à faire. Oui. J'ai coupé. C'était la réforme la plus facile à faire. Une dernière question? Non? Non, bon, alors merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette réforme voilà, ratée. Merci à tous. Merci à tous